Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette session intitulée « Fin de vie et après », dont je vais assurer la modération et poser quelques éléments de contexte avant de démarrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur la définition de la fin de vie. Dans la littérature, 2 définitions sont proposées et utilisées par la Haute Autorité de Santé. Dans la première, la fin de vie est associée à une estimation de la durée de vie restante, avec une notion de pronostic vital engagé à court terme, soit quelques heures ou jours, ou à moyen terme, ce qui correspond à quelques semaines, quelques mois. Dans son avis numéro 139, le Comité consultatif national éthique précisait que le cadre juridique actuel est adapté uniquement au pronostic vital engagé à court terme et non pour les situations où le pronostic vital est engagé à moyen terme. Dans la deuxième définition, la fin de vie est associée à l'évolution d'une pathologie grave qui entre en phase avancée et qui est potentiellement mortelle, comme un cancer, comme une défaillance d'organes ou une maladie neurodégénérative. Selon le contexte légal, la loi de 1999 visait à garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous. La loi du 4 mars 2002, quant à elle, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, introduisait les notions de personnes de confiance et de dignité. La loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, introduisait les notions de procédure collégiale et de directive anticipée. Et en 2015, une proposition de loi, Claeys-Leonetti, se voulait tourner vers les malades, vers les droits des malades. Et donc la loi de février 2016 a précisé la notion de directive anticipée et le rôle de la personne de confiance. Et la possibilité d'arrêt de traitement peut être stipulée dans les directives anticipées, la nutrition et l'hydratation artificielle faisant partie des traitements. Cette loi ouvre aussi le droit à une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, à la demande des patients. Actuellement, le plan national de développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie a pour objectif de poursuivre cette dynamique et de garantir à tous l'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie, et ce, dans l'ensemble des territoires et de lieux de vie. La fin de vie génère de nombreuses questions éthiques, ce qui a justifié une autosaisine du Comité consultatif national d'éthique, qui a établi des recommandations selon 2 volets. Le premier concerne le renforcement des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs, et le deuxième, les exigences éthiques incontournables en cas de dépénalisation de l'aide active à mourir. Les réflexions s'organisent autour de 4 grands principes éthiques: la liberté, la dignité, l'équité et l'autonomie. Le CCNE souligne des points de vigilance. Le premier est le Disability Paradox, qui correspond à une qualité de vie décrite comme bonne pour des personnes présentant un handicap parfois sévère. Donc, ils décrivent une qualité de vie bonne et parfois même meilleure que des personnes en bonne santé. Une charge démographique croissante est également décrite avec les personnes âgées, et ces 2 points peuvent générer un sentiment d'inutilité chez les personnes du fait de leur grand âge ou de leur grande dépendance. Le CCNE propose de rechercher un point de rencontre entre autonomie et solidarité. Cette plénière va nous emmener au-delà de la fin de vie, puisqu'elle va aborder la mort. Une certaine médicalisation, voire une surmédicalisation de la fin de vie est décrite avec les décès qui surviennent pour 1 sur 2 à l'hôpital.
La mort dans notre société peut être décrite avec un certain paradoxe. Elle peut être exposée à travers les médias, mais aussi crainte, esquivée, déniée, voire reniée. Une certaine disparition des rites lors de la mort a été décrite aussi, tout comme un fantasme du bien mourir ou de la bonne mort. Nous allons aller plus loin que la mort avec le deuil, qui est un processus qui est initié dès la fin de vie et qui concerne de nombreuses personnes, puisque en 2022, 637 637 décès ont été recensés en France. Le deuil peut se compliquer. Les personnes endeuillées peuvent présenter des complications, notamment cardiovasculaires. Il peut y avoir aussi des deuils dits pathologiques. Et dans une étude qualitative de 2000, les personnes endeuillées attendaient un contact de leur médecin généraliste. La plénière va comprendre 3 interventions. Contrairement à ce qui était indiqué sur le programme, la ministre Agnès Firmin-Le Bodo ne sera pas présente puisqu'elle est retenue à l'Assemblée nationale pour des questions justement qui concernent la fin de vie. Nous débuterons avec l'intervention du professeur Franck Chauvin, qui est professeur des universités en santé publique à Saint-Étienne et qui est également président de l'instance de réflexion stratégique pour le développement des soins palliatifs. Il nous présentera les axes définis par l'instance de réflexion. Son intervention sera suivie par un temps de questions. Nous passerons ensuite à l'intervention du docteur Philippe Charlier autour de l'importance de la bonne mort en Occident et dans les cultures des diasporas. Le docteur Philippe Charlier est maître de conférence des universités à l'université Versailles-Saint-Quentin et il est également directeur du laboratoire anthropologie, archéologie et biologie. Un temps de questions suivra également son intervention. Et nous terminerons avec l'intervention du docteur Xavier Gauco, qui est maître de conférence des universités en médecine générale à Saint-Étienne et qui est également le directeur de la rédaction de la revue Exercer. Son intervention se situera autour des outils utiles aux médecins généralistes pour accompagner les personnes endeuillées et elle sera également suivie d'un temps de questions.